Les Gaulois, des ancêtres sur lesquels nous possédons très peu d'informations. Ils ne nous ont pas laissé d'écrits, ils n'écrivaient pas, ni de peintures que nous pourrions observer pour reconstituer leur vie ou leur village. La meilleure solution, c'est encore de se mettre dans la peau d'authentiques Gaulois et de passer aux travaux pratiques. Regardez. Muids-sur-Loire, ici des hommes ont habité depuis l'âge de pierre jusqu'à l'époque gauloise. Comme dans toutes les fouilles, on creuse, on ramasse soigneusement les objets trouvés et on essaye de les identifier. Mais ces découvertes prennent ici un sens particulier, car chaque objet trouvé permettra de compléter un village préhistorique. À quelques centaines de mètres du chantier, on saute en effet dans le temps. Ces constructions ressemblent à celles du village d'Astérix, et c'est normal. Cette maison, c'est la reconstitution fidèle d'une demeure gauloise basée sur les vestiges trouvés à côté. On a donc deux plans de maison qui sont distants d'une vingtaine de mètres entre eux. Et à chaque fois, on a la même organisation, la même orientation des maisons. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est le fait que le plan est trapézoïdal. Donc on va respecter aussi ce fait. Là, tu vois, c'est la même maison, mais qui est plus complète. Là, on a complété, mais il vaut mieux utiliser le roseau commun. On a vu qu'avec les massettes, c'était moins étanche. Tous les étés, depuis maintenant 8 ans, plus de 40 jeunes volontaires viennent des 4 coins de France pour construire ce village. Des huttes de l'âge de pierre aux maisons gauloises, tout est prétexte à mieux connaître les techniques de nos lointains ancêtres. Car l'épreuve de la pratique est la meilleure manière de vérifier les hypothèses des chercheurs. La charpente qu'ils ont imaginée à partir des traces de pieux trouvées dans le sol est-elle solide? Quelle était la pente du toit? Quel bois pouvait-on travailler avec les outils de l'époque? Heureusement pour les jeunes constructeurs, les Gaulois avaient déjà inventé les clous, le rabot, la scie et même les pierres à eau pour aiguiser les outils. Si l'esprit de cette reconstruction est ludique, la démarche est donc rigoureusement scientifique. Le plus difficile, c'est de retrouver l'aspect extérieur de la maison. L'aspect extérieur, on le connaît par les matériaux de construction, notamment les torchis qui sont la plupart du temps brûlés, qu'on retrouve dans les fosses dépotoirs. Donc ces éléments de torchis nous permettent de reconstituer l'architecture, le remplissage des murs. Donc comme on sait qu'il y a des poteaux en bois et des remplissages de terre, ça nous permet donc de reconstituer tous les matériaux de base. 5 ans sont encore nécessaires à l'achèvement de ce village archéologique. D'ici là, les fouilles qui se poursuivent auront peut-être amené de nouvelles découvertes qui viendront enrichir l'intérieur des maisons gauloises. Un travail astreignant mais qui en vaut la peine, l'authenticité de ces maisons gauloises est impressionnante. Avant l'invention du canon, les armées du Moyen-Âge disposaient d'engins puissants pour attaquer les fortifications ennemies. Trébuchets, mangonneaux, couillards ou béliers. Aucun n'est parvenu jusqu'à nous. Pourtant, un charpentier français est parvenu à le reconstruire à l'identique grâce à une trahison. C'est l'histoire étonnante de Renaud Béfette et de Villard de Haunecourt. 1, 2, 3. La Ressingle dans le Gers. Dans ce parc consacré au Moyen-Âge, le public peut découvrir en modèle réduit la reproduction fidèle de quelques-unes des machines de guerre de l'époque utilisées lors des sièges de châteaux forts. Aucun de ces engins n'est parvenu jusqu'à nos jours. Pourtant, cet homme, Renaud Béfette, charpentier de formation, compagnon du Tour de France, a retrouvé les secrets de leur concepteur. Voici une des machines les plus anciennes, la bricole. Ce type de machine fonctionne avec une traction humaine et non pas avec des contrepoids. La machine est tendue comme ça et on va s'accrocher violemment aux cordes pour donner l'impulsion nécessaire au décrochement de la fronde. C'était souvent des femmes qui se pendaient à ces cordes. 16 femmes, 4 par corde, l'utilisaient. Mais la machine la plus redoutée s'appelait le trébuchet. Sa taille réelle pouvait atteindre 20 mètres de long et 18 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Elle était construite en temps de paix, puis démontée et acheminée jusqu'au château assiégé. Le fonctionnement du trébuchet rappelle celui d'une fronde géante.
Grâce à un bras de lancement, lesté par un contrepoids, on pouvait envoyer des boulets de pierre de 100 kg à plus de 200 mètres et réduire à l'état de gravat les murs les plus imposants des forteresses. À l'extrémité du bras de lancement, le contrepoids, appelé huche, est chargé d'à peu près 6 à 10 tonnes. Quand le bras se redresse, sous l'effet du contrepoids, l'inertie du boulet entraîne la corde vers le haut. À environ 42 degrés, l'extrémité de la corde se décroche, ce qui libère le boulet. La construction et le réglage demandaient une très grande précision. Et ne parlons pas de la manœuvre. La moindre erreur était fatale pour les hommes qui actionnaient ces engins. Un certain nombre de ces hommes étaient de toute façon des initiés, ils appartenaient à des confréries de bâtisseurs qu'on appellerait aujourd'hui les compagnons du Tour de France. Donc ça facilitait les choses pour se transmettre sous le manteau, mais de maître à disciple, tous ces tours de main et tous ces petits secrets qui pouvaient aussi bien être utilisés pour la construction d'une machine que pour la construction d'une cathédrale ou d'un édifice public. Aucun des initiés n'avait le droit de divulguer ces secrets. Comment alors Renaud Buffet les connaît-il ? Tout simplement par la trahison d'un ingénieur du XIIIe siècle, Villard de Honnecourt. Dans ses carnets de travail, il a livré ses recettes de géométrie. Le livre de Villard est indispensable pour la construction d'un trébuchet. Villard a essayé de laisser des plans, mais il est évident que c'était un secret, donc immédiatement les pages ont été arrachées. Il reste juste ce plan au sol qui est complètement insuffisant pour construire quoi que ce soit. Par contre, ceux qui ont arraché les pages n'ont pas compris que Villard a laissé des dessins assez ésotériques où toutes les formules pour construire le trébuchet sont présentes. Car ces dessins sont en fait des procédés mnémotechniques. Sur les personnages et les animaux sont tracées des figures géométriques nécessaires à la construction des édifices. Les ingénieurs du Moyen-Âge, qui ne savaient ni lire ni écrire, retrouvaient facilement de cette manière les proportions à respecter dans leur construction. Et c'est en utilisant ces principes que Renaud a pu construire des machines identiques à celles du Moyen-Âge. Des machines de ce type, j'en ai reconstruit peut-être 30, 35, sinon plus. Elles fonctionnent toutes. Certaines donc, ont des longévités assez extraordinaires, elles ont une dizaine d'années. On en a reconstruit une capable de tirer 135 kg à plus de 200 mètres. Et chaque fois qu'on a voulu les faire autrement que par les règles de Villard, on a eu des catastrophes. Même en employant des ordinateurs extrêmement puissants, etc. Moralité, l'ordinateur n'est pas la solution à tous les problèmes. Grâce au carnet de Villard de Honnecourt, bricoles et trébuchets ont donc retrouvé une deuxième vie. Ils avaient disparu il y a 400 ans, victimes de la concurrence d'armes encore plus efficaces, les canons. Et il faut souligner que grâce à ses connaissances et à sa technique, Renaud Buffet est sorti victorieux d'un concours dans lequel il a affronté une équipe d'historiens américains. Nous allons maintenant plonger très loin dans le passé. 32 siècles et demi nous séparent maintenant de Ramsès II, qui fut le plus célèbre des pharaons. Et pourtant, dans ce passé très reculé, les Égyptiens disposaient déjà de techniques étonnamment avancées dans tous les domaines, en commençant par la médecine et la chirurgie. Attention, l'endroit est extrêmement dangereux. Nous sommes à Pierrelatte, près de Montélimar, à la ferme aux crocodiles. L'un des seuls endroits de France où l'on élève ces animaux originaires de la vallée du Nil. Je vais la prélever. Richard Alain Jean, égyptologue au CNRS, est un spécialiste de la médecine du temps des pharaons. Il est venu ici récolter un des ingrédients de la pharmacopée égyptienne, la crotte de crocodile. Un très bon échantillon qui va nous permettre de bien travailler. L'objectif de Richard Alain Jean est de déterminer ses éventuelles propriétés thérapeutiques, car les Égyptiens s'en servaient pour soigner de très nombreuses affections. Les selles de crocodile étaient utilisées notamment en gynécologie, dans le domaine de la contraception, en ophtalmologie, par exemple probablement dans la cataracte, en otorhinolaryngologie dans le conduit auditif externe et aussi probablement pour cicatriser des plaies. Retour à Paris. L'analyse de l'échantillon doit se faire très vite avant que l'oxydation de l'excrément ne fasse disparaître ces vitamines, ce qui fausserait les résultats. C'est donc au pas de course que le chercheur a rejoint le laboratoire de l'hôpital Bichat. Chez les Égyptiens, les selles de crocodile étaient introduites dans le vagin des femmes comme moyen de contraception. Première question, comment étaient-elles supportées par l'organisme ?
L'analyse des composants de l'échantillon va apporter des éléments de réponse auxquels les chercheurs ne s'attendaient pas. Il y a énormément de vitamine E. Hein. En plus, elles sont bien séparées. Une vitamine qui a des propriétés anti-infectieuses et cicatrisantes, ce qui peut favoriser la protection des muqueuses. Deuxième analyse, Richard Alain Jean tient à vérifier l'efficacité contraceptive de ces prélèvements. Pour cela, on mélange les selles de crocodile avec du sperme pour voir si les spermatozoïdes résistent à ce traitement de choc. Mais regardez, ceux-ci n'ont pas l'air de trop souffrir. Vous l'avez constaté, il n'y a aucune perte de mobilité par la présence de ces selles contre les spermes témoins. Et effectivement, durant 4 heures, les spermatozoïdes ont tout à fait conservé à la fois leur vitalité et leur mobilité, qui sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, à la fécondation de l'ovocyte dans les voies naturelles féminines. C'est une déception. En revanche, avec d'autres contraceptifs de l'époque, comme le miel, le résultat de l'expérience se passe de commentaires. Je peux par exemple vous montrer un papyrus chirurgical important, puisqu'il s'agit du papyrus Smith. Ces médicaments égyptiens, Richard Alain Jean les a trouvés dans ces papyrus écrits en hiératique. Ces recueils, vieux de plus de 2000 ans, recensent toutes les médications de l'époque, comme celle-ci contre les plaies à la poitrine. Dans ce cas-là, au traitement des plaies de la poitrine, vous voyez, et on peut lire ici, alors tu lui prépareras des médications contre la chaleur de sa plaie. Du saule, par exemple, là, il s'agit du saule, c'est bien identifié, le saule égyptien, bien entendu, plante nébès, alors là, après d'autres plantes encore non identifiées pour nous, tu appliqueras cela sur la plaie. Le saule contient de l'acide salicylique, autrement dit de l'aspirine. Les Égyptiens connaissaient ainsi des dizaines de principes actifs. Du bois moisi, utilisé comme antibiotique, au sang d'insectes, un antiviral efficace. Plus étonnant encore, ils pratiquaient déjà la chirurgie 1500 ans avant notre ère. Pour preuve, ces instruments exposés au musée d'histoire de la médecine à Paris. Des instruments très proches de ceux utilisés aujourd'hui. Regardez par exemple cette curette qui n'est pas toute récente. Elle a peut-être une centaine d'années. Elle ressemble étonnamment à la curette d'il y a 1500 ans. De même, les bistouris sont très semblables dans leur forme, aussi bien pour les petits bistouris que pour les gros. Vous vous sentez capable de faire une opération avec ces anciens instruments ? On peut toujours essayer. Nous avons donc demandé à ce chirurgien de comparer les deux bistouris en incisant ce poulet. Première opération avec l'outil moderne. Bien sûr, aucun problème. Et bien maintenant, on va faire la même chose avec l'instrument ancien, de l'autre côté. Évidemment, le bronze coupe beaucoup moins bien que l'acier. J'arrive péniblement à couper la peau, voilà. Ensuite, je vais couper le muscle. Et voilà. Alors, verdict ? C'est un très bon instrument qui a 3000 ans d'existence. Il est certain que le génie des Égyptiens leur permettait déjà de faire beaucoup de choses. Un génie qui tombera dans l'oubli, avant que des siècles plus tard, la science moderne le redécouvre. Pas de doute, les Égyptiens en médecine comme en chirurgie ont été des précurseurs. J'aime beaucoup le contraceptif des femmes de l'époque, des excréments de crocodile. Revenons en France aux alentours de l'an 1000. Les grandes agglomérations gallo-romaines ont disparu ou ne sont plus que de simples bourgades. La population habite à la campagne où elle se groupe autour d'un seigneur qui va la protéger. C'est en fait le début exact de la féodalité. Voici quelle était la vie quotidienne de ces Français de l'an 1000. Une tour de bois dressée sur une motte de terre, quelques maisons protégées des ennemis par une simple palissade, voici le fief d'un petit seigneur de l'an 1000. Nous sommes à Saint-Sylvain d'Anjou, dans le Maine-et-Loire. Allez les filles, c'est le moment de se lever. Le soleil est déjà haut. Ici, une poignée de passionnés du Moyen-Âge mettent en scène la vie quotidienne d'un village de l'époque. Une vie organisée d'abord sur un échange de bons procédés. Le seigneur avait autour de lui un groupe d'individus qui lui permettaient de vivre, de subvenir à ses besoins. Et en retour, lui, il défendait ces individus. Et pour subvenir à ses besoins, il faut d'abord s'abriter et se protéger du froid. Le seigneur n'est pas riche, les habitations sont construites avec les matériaux disponibles sur place. Du bois et du torchis, un mélange de terre et de paille, d'ailleurs très efficace. Le torchis a des vertus d'isolant thermique, ce qui nous permettait d'avoir des maisons relativement fraîches en été et maintenant bien la chaleur en hiver.
Autre impératif, se nourrir. Les gens du fief consomment du gibier et les produits cultivés par les paysans. On mange du pain, bien sûr, mais la base de l'alimentation demeure la soupe aux herbes. C'est un ensemble de plantes sauvages et de plantes condimentaires que l'on fait chauffer dans un bouillon avec de la graisse. C'est ce qu'on appelle le bouillon grappe et c'est ce qui va en fait constituer la base de l'alimentation des populations au Moyen-Âge. Ça agrémenté souvent de pain et de légumineuses telles que les fèves ou les pois cassés. En l'an 1000, le grand commerce a quasiment disparu, on vit donc en autarcie. Tous les objets usuels sont fabriqués par les artisans du fief qui travaillent les matériaux les plus divers, le bois, l'argile, le cuir, l'os ou bien encore l'osier. Les vêtements aussi sont confectionnés sur place. Pour la couleur, on utilise du jus de plante. Ici, le jaune est obtenu en plongeant le fil de laine dans une décoction de pelure d'oignon. Il suffit ensuite d'ajouter une substance pour fixer la couleur, du sel ou du vinaigre par exemple. Étape suivante, le tissage. Le métier à tisser vertical est connu depuis l'Antiquité. Savoir tisser fait partie de l'éducation de toutes les femmes, qu'elles soient paysannes ou châtelaines. Autre grande activité, la forge. Au début du XIe siècle, le fer est encore assez rare, mais on trouve de plus en plus de forgerons dans les fiefs. Ils fabriquent les outils de la vie quotidienne, le matériel agricole pour les paysans des alentours et surtout les armes des soldats. Car en l'an 1000, pour survivre, il faut avant tout défendre son fief. Une dizaine de chevaliers et de soldats forment l'armée du seigneur. L'hiver, lorsqu'ils ne sont pas au combat, ils se consacrent à l'entretien de leurs armes. On avait des pâtes abrasives faites à base d'argile calcinée que l'on mélangeait avec du suif qui allait servir notamment à dérouiller les équipements parce que le métal, ça rouille bien sûr, hein, et donc il va falloir entretenir toutes ces armes. Puis on s'entraînera à longueur de journée au combat, sachant que le jeune noble, dès l'âge de 5-6 ans, va s'entraîner au combat, va être pris en charge par son père qui va l'entraîner au maniement des armes pour faire de lui un guerrier accompli. Et avec le retour des beaux jours, les combats reprennent de plus belle. Et ces combats étaient si fréquents et si cruels qu'en 1043, des évêques vont proclamer la trêve de Dieu. Défense, sous peine d'excommunication, de se battre du mercredi soir au lundi matin. C'était une lointaine préfiguration de la semaine des 3 jours. On le voit, les techniques n'ont guère évolué depuis l'époque gauloise, mais c'est aux alentours de l'an 1000 que petit à petit la marche du progrès va reprendre. Témoin, un petit village breton, abandonné depuis cette époque et qui fait aujourd'hui le bonheur des archéologues. Non loin du bourg de Melleran, voici ce qu'il reste d'un vrai village paysan actif peu après l'an 1000. Étudiés par les archéologues, ces vestiges ont livré de précieux renseignements sur le début du XIe siècle. Ils témoignent d'une amélioration progressive des conditions de vie. Premier indice, la construction. Un village de l'an 1000 est différent d'un village carolingien donc, qui vient juste avant, parce qu'en règle générale, les villages carolingiens sont faits avec des maisons qui sont uniquement en matériaux périssables, c'est-à-dire en bois, en paille, des matériaux donc qui disparaissent complètement. Autrement dit, à partir de l'an 1000, on va construire de plus en plus en dur. Mais de tels vestiges sont très rares en France, car ils ont été recouverts par les villages bâtis par la suite. Melleran a échappé à cela tout simplement parce qu'il a été déserté, pour des raisons encore inconnues. Ces fondations sont restées en l'état et elles ont permis aux archéologues de reconstituer sur place les chaumières de l'époque. Des habitations dont le sol était toujours en pente. Tout simplement parce qu'elles étaient mixtes. Elles étaient occupées à la fois par la famille, dans la partie haute, et par les animaux de l'élevage, dans la partie basse. Ça permettait d'une part aux déjections des animaux de filer dans les parties basses et de ne pas gêner les habitants, et d'autre part à la chaleur des animaux de monter vers les humains qui étaient plus hauts. Jusqu'en plein XXe siècle, on a des maisons en Bretagne où il y a en même temps des animaux et des humains. Il y avait parfois des petites cloisons de bois, mais c'était relativement similaire à ce que l'on peut trouver ici en plein Moyen-Âge. Quelques poules, des chèvres, des vaches, les animaux étaient élevés pour ce qu'ils produisaient. Leur viande n'était mangée que très rarement. De race rustique, ils étaient plus petits et beaucoup plus résistants que les animaux actuels. Côté culture, pas de tomates ni de pommes de terre qui n'apparaîtront que 500 ans plus tard. On cultive essentiellement des carottes, des choux, des navets et d'autres racines comestibles. Et puis les paysans font aussi des céréales, du seigle, du blé et de l'avoine.
Pour cela, ils utilisent des outils de plus en plus perfectionnés pour le travail de la terre. On a un araire qui est un instrument qui permet de labourer, mais sans retourner la terre. Et puis petit à petit, il va y avoir une amélioration avec la charrue qui permettra de mieux travailler la terre, de mieux l'aérer et surtout de supprimer de façon plus efficace les mauvaises herbes. C'est aussi à cette époque qu'est apparu le joug. Utilisé pour l'attelage des animaux de trait, cette pièce de bois évite aux bêtes de s'essouffler, voire de s'étrangler. Toutes ces améliorations techniques permettent de cultiver mieux et plus. Les rendements s'améliorent, le commerce timidement se développe. On sait qu'il y avait des échanges à cette époque-là parce qu'on a retrouvé à Melleran de la poterie qui était produite manifestement dans le sud du Finistère, donc environ une cinquantaine de kilomètres. Et donc pour s'approvisionner en poterie, il fallait bien qu'ils surproduisent quelque chose. Et on peut tout à fait estimer que pour pouvoir avoir des échanges, eh bien, il fallait qu'ils surproduisent par exemple du froment. Et plus on produit, plus l'agriculture s'étend. De larges espaces cultivables vont être gagnés sur la forêt. Ce défrichement, qui va durer plusieurs siècles, va donner naissance au paysage actuel de la France. Mais il faut le souligner, on est encore très en deçà de l'économie florissante que connaissait la Gaule à l'époque gallo-romaine, où les produits s'échangeaient avec tout le pourtour du bassin méditerranéen. Nous repartons en Égypte, toujours très loin dans le passé. Des scientifiques sont parvenus à reconstituer fidèlement un maquillage vieux de 4000 ans, celui des Égyptiens. Et vous allez voir que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les Égyptiens avaient déjà presque tout inventé. Il y a 4000 ans, une civilisation brillante occupait les rives du Nil. Bijoux, vêtements, maquillage, les fresques trouvées dans les tombeaux témoignent du raffinement des Égyptiens. Mais comment exactement se maquillaient-ils ? Dans les salles égyptiennes du musée du Louvre, on conserve des boîtes de fard et de poudre intactes. Elles ont traversé les siècles, cachées dans les tombes des pharaons. Certains de ces pots ont encore leur fermeture, mais c'était bouché simplement avec un morceau de tissu ligaturé. Et là, c'est merveilleux. On a encore les traces du fard qui brille, vous voyez. Plus étonnant, les Égyptiens avaient déjà le goût de la réclame. Comme les Égyptiens adoraient mettre des inscriptions sur tous leurs objets de la vie quotidienne, celui-ci est inscrit comme une sorte en guise de publicité. Le contenant, donc, c'était du fard noir, le fard à base de galène, authentique, véritable et excellent. Et ici, en revanche, il est question de quelque chose de tout à fait différent. Il est écrit « celui qui repousse le sang ». Celui qui repousse le sang. Une phrase mystérieuse dont le sens vient d'être élucidé grâce à des analyses sophistiquées. Au laboratoire des musées de France, on a prélevé les restes des produits contenus dans les flacons. Puis, grâce au microscope électronique et à la spectrométrie, les chercheurs ont déterminé la composition chimique de ces produits. Résultat surprenant. Sur les 4 composés du plomb que contiennent ces phares, 2 sont des minéraux courants dans la nature, mais les 2 autres sont rarissimes. Pour les fabriquer, les maquilleurs de l'Antiquité ont fait appel à la chimie. Nous avons pu déterminer la présence de l'orionite et de phosgénite, 2 minéraux qui sont particulièrement rares dans la nature, et donc que les Égyptiens n'ont pas pu trouver. Cela veut dire qu'ils les ont donc synthétisés. Et c'est tout à fait exceptionnel de découvrir dans ces matériaux cosmétiques pour les yeux, des matériaux de synthèse datant d'il y a au moins 4000 ans. Cette synthèse était déjà compliquée. Pour obtenir de la laurionite, il faut mélanger de l'oxyde de plomb, cette poudre orange, avec de l'eau salée et laisser macérer au moins 40 jours. En associant tous ces produits, les Égyptiens recherchaient des propriétés esthétiques, bien entendu, obtenaient des poudres blanches, grises ou noires, mais également des propriétés thérapeutiques qui leur permettaient de se soigner des nombreuses maladies liées à la présence des marais et du Nil, en particulier toutes les conjonctivites et d'autres maladies beaucoup plus graves qui pouvaient aller jusqu'à la cécité. Les Égyptiens possédaient donc des produits à usage esthétique et thérapeutique, comme les cosmétiques les plus modernes. Et ce n'est pas la seule ressemblance. Nous avons trouvé des quantités de matières grasses variant entre 0,1 et 10%. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces proportions sont très proches de celles qu'on utilise actuellement dans nos produits cosmétiques. Comme aujourd'hui, les Égyptiens travaillaient la texture des maquillages avec des corps gras d'origine animale. Ils pouvaient ainsi produire à volonté de la poudre légère ou du fard compact. Pour mieux étudier les propriétés de ces produits, le fabricant de cosmétiques qui a conduit ces dernières analyses a carrément reconstitué à l'identique le maquillage des Égyptiens.
Pour le tester, Sonia et Ibtissem, mannequins du XXe siècle, vont être maquillés exactement comme des nobles de l'époque de la reine Hatshepsut, 1500 ans avant notre ère. L'esthéticienne utilise par exemple ici un stylet, plus proche des instruments égyptiens que le crayon qu'on utilise aujourd'hui. Quant aux poudres et aux fards, leur composition est voisine des produits de l'époque. Pour le dessin, on s'inspire bien sûr des bas-reliefs. Un détail important, les longs cheveux et les tresses, très à la mode au temps des pharaons, est remplacé ici par des perruques. Et voilà le résultat. Et il n'est pas qu'esthétique. Dans la société égyptienne, tout le monde se maquillait. Femmes, hommes et même les enfants. C'était une prévention efficace contre les infections et le soleil. Magnifique. Un seul regret, pour l'instant, cette nouvelle ligne de maquillage ne sera pas commercialisée. Et maintenant, l'Europe, il y a 100 000 ans. À cette époque, y vit un homme évolué, très bon chasseur, d'une très grande force physique. Mais ce n'est pas l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. C'est l'homme de Néandertal. Ce n'est pas notre ancêtre, c'est notre cousin, un cousin aujourd'hui disparu. Comment vivait-il? Les paléontologues viennent de faire des découvertes extraordinaires. Regardez. Nous sommes, il y a près de 100 000 ans, quelque part en Europe. Ces deux individus sont des hommes de Néandertal. Ils sont contemporains des premiers hommes modernes qui vivent à l'époque en Afrique et au Proche-Orient. Mais ces Néandertaliens font partie d'une espèce bien différente de l'Homo sapiens. Comme nous, ils marchent, parlent et ce sont surtout d'excellents chasseurs, capables d'attraper le renne, le bison, le cerf et même le mammouth en utilisant des techniques de chasse très développées malgré des outils rudimentaires. Alban Defleur est archéologue et préhistorien à la faculté de médecine de Marseille. Il travaille comme un véritable enquêteur pour tenter de savoir comment vivaient ses cousins des premiers hommes il y a près de 100 000 ans. Ce groupe humain a vécu en Europe occidentale et au Moyen-Orient entre, on va dire, 200 000 et 35 000 ans. Et curieusement d'ailleurs, ils disparaissent lorsque l'homme de Cro-Magnon arrive en Europe occidentale. L'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire l'homme moderne, c'est-à-dire nous. L'homme de Néandertal, lui, était bien d'une espèce différente. Pendant 150 000 ans, ce fut le seul occupant de l'Europe. En quoi différait-il de nous? La face est assez haute. Au-dessus des orbites s'observe cette forte structure osseuse qu'on appelle un torus susorbitaire. Ensuite, la forme des orbites est également différente de celle qu'on observe chez les hommes de Cro-Magnon. Ce sont des orbites qui sont plutôt circulaires, rondes, alors que celles des Cro-Magnons vont être plutôt rectangulaires. L'homme de Néandertal vivait, chassait en groupe et enterrait ses morts. Des traits de civilisation bouleversés par la découverte que vient de faire Alban Defleur. Ce préhistorien a en effet la preuve que certains hommes de Néandertal pouvaient être anthropophages, c'est-à-dire qu'ils se mangeaient entre eux. Cette preuve, il l'a trouvée ici, dans cette grotte. Nous sommes près de Valence. La grotte de Guercy est exceptionnelle. Elle a conservé dans ses couches sédimentaires plus de 100 000 ans d'histoire préhistorique. Au sommet de la grotte, à plus de 8 mètres de haut, on a retrouvé des os âgés de 45 000 ans. Et aujourd'hui, les archéologues travaillent à un niveau qui correspond à 110 000 ans. Ces fils qui pendent délimitent des parcelles de 1 mètre sur 1 mètre qui serviront à faire une carte pour situer les ossements trouvés. Il faut dégager, sans les casser, les moindres bouts d'os, ce qui nécessite une patience d'orfèvre. Car c'est en relevant tous les détails les plus infimes qu'on peut recréer la vie et la culture de l'homme de Néandertal. Que vous nous voyez travailler de façon très lente, parce qu'en fait, tout est intéressant dans une couche archéologique. C'est-à-dire qu'on va ramasser, on va récupérer de tout petits morceaux de charbon, par exemple, qui vont nous permettre de reconstituer l'ambiance végétale qui était celle des Néandertaliens. On va récupérer également des restes, des dents essentiellement de rongeurs. On va récupérer en gros tout ce qui existe dans cette couche. Des poissons, des batraciens, des reptiles, tout ce que les hommes ont pu laisser, mais également tous les animaux qui sont venus ici et qui sont morts ici. Un travail minutieux qui a payé. Dans cette partie de la grotte, les archéologues ont retrouvé, mélangés à des ossements d'animaux, des ossements humains. Alors là, je suis en train de dégager un tronçon de sol archéologique qui a déjà livré de très nombreux restes humains néandertaliens
Plus précisément, je suis en train de dégager 2 ossements que vous avez ici et qui ont tous les deux appartenu à des néandertaliens. Alors ici, c'est un 3e métacarpien, un os de la main, c'est celui-ci. Hein, et ça, c'est un fragment d'ulna, c'est-à-dire un fragment d'os du bras. L'emplacement précis de ces ossements ainsi que leur état a permis de reconstituer leur origine. Pour la première fois en Europe, on a pu établir que ces ossements humains constituaient les restes d'un repas de chair humaine. Il y a 120 000 ans, des hommes, une tribu, un groupe néandertalien est venu ici pour chasser des animaux, des cerfs et des bouquetins. Et durant la brève période durant laquelle ils sont restés ici, ils ont également consommé plusieurs de leurs congénères. 6 individus exactement, 2 adolescents, 2 jeunes de 7 ou 8 ans et 2 adultes. Pour prouver que notre cousin était cannibale, les archéologues marseillais font même de l'archéologie expérimentale. Alors c'est un éclat qui présente des bords véritablement très tranchants, hein, ça coupe littéralement comme un rasoir. Hein. Les chercheurs vont découper un animal en utilisant les mêmes techniques que nos ancêtres. Le but, c'est de montrer que cette technique employée ici sur un cerf a également été utilisée pour découper des hommes. C'est donc avec un silex que les néandertaliens dépeçaient les animaux, puis découpaient la viande avant de la faire cuire. Cette découpe laissait des traces bien identifiables sur les os, qu'il s'agisse d'os d'animaux ou d'humains. Ce sont des marques généralement assez courbes, nécessairement parce qu'on a un geste de ce type-là. Et donc les stries sont généralement assez longues, pas très profondes et assez fines. Et souvent, le geste du boucher se retrouve sur les ossements. Il est rare qu'on arrive à couper l'ossement en un seul coup. Et donc, on va reproduire systématiquement le même geste. Preuve supplémentaire du cannibalisme des hommes de Néandertal, les archéologues ont retrouvé des os humains fracturés à l'aide d'un rocher. En reproduisant le même geste, on se rend compte que nos cousins ont fait cela pour manger la moelle de leurs congénères, une moelle riche en protéines. En étudiant les ossements humains de la grotte de Guercy, Alban de Fleur a bien retrouvé ces 2 types de preuves. Pour lui, le doute n'est donc plus permis. À la fois les traces de découpe et les traces de percussion affectent toutes les parties du squelette. Le crâne pour récupérer le cerveau, la mandibule, comme le montre cette pièce par exemple, qui a appartenu à un enfant de 15 à 16 ans à peu près. Donc sur la face externe, nous avons des traces ici qui montrent que le muscle des lèvres a été sectionné. Nous avons également des traces sur ce bord-ci qui montrent cette fois-ci que ce sont les muscles possiers du cou qui ont été coupés. Et enfin, à mon avis beaucoup plus original et beaucoup plus intéressant, ce sont les traces qui s'observent sur la face interne, qui montrent que la langue a été prélevée, à des fins de consommation bien évidemment. Avec une puissante loupe, on distingue parfaitement toutes ces traces de coups et d'incisions que l'on retrouve sur plus de la moitié des ossements de la grotte de Guercy. Et même sur ce talon, les Néandertaliens ont découpé le tendon d'Achille, preuve qu'ils connaissaient parfaitement l'anatomie humaine. Ce qui va être le plus difficile à déterminer, c'est pourquoi les Néandertaliens ont mangé leurs congénères. Plusieurs hypothèses. Soit ils avaient faim et ils n'avaient rien d'autre à manger. Soit par rituel, ils mangeaient les morts pour conserver symboliquement leur esprit. Ou alors, toujours de manière rituelle, ils mangeaient les hommes d'un autre clan après un combat. Car attention, si l'homme de Néandertal était cannibale, c'est aujourd'hui certain, cela ne doit pas pour autant le faire passer pour un être peu évolué. Tous ne se mangeaient pas entre eux, et les archéologues penchent pour une explication rituelle à ce geste. Notre cousin mangeait ses semblables, mais n'en faisait pas son plat principal. Ce cannibalisme des hommes de Néandertal n'enlève rien à leur côté moderne. Je rappelle que jusqu'à des dates très récentes au regard de l'histoire, beaucoup de civilisations en Amérique, en Europe, en Afrique ou en Océanie ont pratiqué le cannibalisme. Voilà, notre voyage dans le temps à la découverte de nos ancêtres s'achève. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la vie au quotidien de nos ancêtres, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. À très bientôt.